Ravi de vous retrouver pour une heure de défense. Et l'actualité de défense, c'est exactement ce qui est en train de se passer à la frontière israélo-syrienne. Allons retrouver immédiatement Loïc Técher-Chocron. Vous êtes sur place, vous êtes à Majd al-Shams et vous assistez depuis de longues minutes à tout simplement une frontière passoire. Effectivement, nouveau tournant dramatique ici qui s'est passé il y a quelques instants. Rotem, notre caméraman, va vous montrer que la frontière entre Israël et la Syrie a de nouveau été forcée il y a quelques minutes par plusieurs dizaines, voire quelques centaines de Druzes israéliens. Ce sont des civils israéliens qui vont donc se rendre en territoire syrien. Il y a eu une explosion de joie quand pour les Druzes qui sont présents sur place quand ils ont pu traverser donc cette frontière. On voit ici encore plein de Druzes israéliens se diriger donc vers la Syrie à l'heure où l'on se parle. À l'heure où on se parle également. Autre tournant dramatique journée, ce sont les Druzes syriens cette fois-ci de Soueïda qui ont annoncé avoir signé un cessez-le-feu avec le gouvernement syrien actuel. On entend des coups de feu assez nourris ici dans ce qui est le no man's land entre la Syrie et Israël. On entend également des détonations, plusieurs détonations ont été entendues. On voit également plusieurs nuages de fumée tout autour. Pour l'instant, les dernières estimations, Mathias, faisaient état de près de 1000 Druzes syriens ayant traversé la frontière depuis aujourd'hui. On ne sait pas s'il y a des blessés pour l'instant à signaler. En tout cas, les forces israéliennes sont actuellement activement à la recherche de ces Druzes syriens israéliens en territoire syrien. Merci beaucoup. Magnifique frame, Loïc Técher-Chocron à la frontière avec la Syrie. Alors on va essayer de comprendre, Chani Guidalia, pourquoi de telles violences? Déjà, Mathias, il faut comprendre quelle était la position des Druzes sous le régime d'Assad et après la chute du régime. Pendant le régime de Bachar al-Assad, les Druzes ont toujours été assez neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été véritablement pour ni contre le régime de Bachar al-Assad. Et même pendant la guerre civile, tant qu'ils ne se rebellaient pas contre le régime, ils n'ont pas été réprimés. Ils ont toujours été dans une optique d'autodéfense. Pendant la guerre, ils ont commencé à créer leurs propres groupes armés. Donc ils ont des armes, ils ont tenté de garder leur bastion de Soueïda à l'écart des combats. Mais ils ont souvent été pris en étau entre les forces du régime et les groupes rebelles. Que s'est-il passé alors donc? Donc dès que le régime de Bachar al-Assad est tombé, al-Shara voulait unifier la Syrie, il a exigé la dissolution et le désarmement de tous les groupes armés. Donc il a demandé aux Druzes de rendre leurs armes. Il a promis leur inclusion au sein du ministère de la Défense. Et il a juré aussi de protéger toutes les minorités, sauf que les forces extrémistes sunnites, donc qui sont alliés de al-Shara, ont continué à affronter les minorités, comme on l'a vu avec les Alaouites au mois de mars et avec les Druzes au mois de mai. Alors pourquoi d'un coup un embrasement? Alors, ce week-end, il y a eu des affrontements entre les groupes druzes et les tribus bédouines sunnites. On sait que les relations entre eux sont tendues depuis des décennies, sauf que ces affrontements étaient surtout sur une base religieuse. C'est-à-dire qu'on a vu sur plusieurs vidéos, on voit des bédouins qui viennent et qui coupent la barbe des chefs druzes. On voit aussi dans les vidéos, il y a eu plusieurs insultes contre les druzes, mais sur la base de leur religion. Donc, ces affrontements ont fait évidemment une centaine de morts. Tout le conflit, on va dire, s'est embrasé et les forces gouvernementales ont envoyé des renforts pour tenter de rétablir la sécurité, sauf qu'en réalité, ils ont rejoint les combats. Évidemment, ça a inquiété les Druzes qui ont demandé une sorte de protection internationale et Israël, qui s'est toujours engagé à protéger les Druzes, a évidemment mené des frappes dans la région de Soueïda et également à Damas pour protéger les Druzes de Syrie. Merci Chani Guidalia, c'est parfaitement clair. Alors justement, on a un enfant de Majd al-Shams, vous avez grandi, Mendy Safadi, à Majd al-Shams, à la frontière israélo-syrienne. Vous êtes également un expert du Moyen-Orient. Ces scènes-là, je vous voyais regarder les Druzes de Majd al-Shams passer en Syrie. C'est votre famille, ce sont vos frères qui passent en Syrie.
Les Druzes qui sont du côté syrien de la frontière et les Druzes qui sont du côté israélien de la frontière sont en fait une seule famille, les Druzes du monde entier. Vous savez, les Druzes croient dans les âmes qui passent d'un endroit à l'autre, et les Druzes en Israël, une fois qu'il est mort, il peut renaître dans un autre... chez un autre Druze. C'est comme ça chez nous dans notre culture, et donc les Druzes c'est comme le fil de cuivre, quand vous touchez un point, c'est le tout qui vibre, et donc ce lien très proche entre les Druzes est important, et les Druzes qui sont venus aujourd'hui du côté syrien de la frontière ne sont pas venus contre Israël, ils ne sont pas venus attaquer Israël comme c'est arrivé, si vous vous souvenez, le jour de la Nakba en 2011. Ils sont venus pour se relier à leur famille et à leurs proches du côté israélien. Ils sont venus comme visiteurs de leur famille. Ma tante, aujourd'hui, était là. Elle est rentrée, elle est venue voir la famille. Alors justement, le drapeau israélien à Souaïda, qui flotte en Syrie, pour vous, c'est historique, c'est symbolique? Les gens croient tellement et font tellement confiance en Israël, et j'ai des conversations avec eux de manière quotidienne, et cela vient de leur âme, de leur cœur. Ce n'est pas hypocrite, ce n'est pas pour faire semblant ou pour faire passer un message, quel qu'il soit. Ça vient d'une foi profonde. Le lien entre Druzes et Juifs n'est pas né hier. Cela remonte à l'époque de Jéthro et de Moïse. Et là, ils voient qu'il y a l'occasion de ramener ce lien, de ramener cette alliance pour qu'elle soit réalisée aussi ces jours-ci. Et ça, c'est une des images que nous aimons voir. Oui. Mais si un accord a été passé entre les Druzes et le régime d'Al-Shara, que vont devenir ces jeunes? Est-ce qu'ils ne vont pas être massacrés demain? Je ne vois pas quelque façon de faire un accord avec Al-Joulani. Et excusez-moi de ne pas être d'accord de l'appeler Al-Shara. Joulani, il est terroriste, il était terroriste, il sera terroriste encore. Je ne vois aucune chance d'un accord entre les Druzes et Al-Joulani. Les Druzes, déjà à l'époque de Bachar el-Assad, ont eu des demandes très claires. Et ces mêmes exigences qu'ils avaient à l'époque d'Assad, ils les ont présentées à Al-Joulani. Et Al-Joulani, jusqu'aujourd'hui, refuse. Al-Joulani veut, et c'est écrit dans les documents officiels de Al-Joulani, il veut transformer tous les Syriens en sunnites, que tout le monde croit dans la voie qu'il a choisie et prie comme il prie. Donc il y a une voie sans issue, puisque si les Druzes ne veulent pas se soumettre au sunnisme, la guerre va continuer. Et donc Israël sera obligé à chaque fois d'intervenir. Écoutez, je ne pense pas qu'Al-Joulani continue au pouvoir d'ici la fin de l'année. Je ne pense pas qu'il va continuer à rester au pouvoir d'ici la fin de l'année. Surtout s'il se comporte comme cela. Il massacre les Alaouites, les Druzes et toutes les minorités. C'est de l'épuration ethnique, c'est clair et net. On a vu les images de Souaïda. Ce sont des images, les mêmes images qu'on a vues dans la Shoah, où on prenait les Juifs pour le raser, pour lui raser ses papillotes. Aujourd'hui, on prend les Druzes et on leur rase la moustache. C'est les mêmes images. C'est tout de suite l'association qui se réveille et qui revient dans ces moments. Là, et ce que nous voulons dans le nouveau Proche-Orient. Mais je vous pose la question,
je vous vois bouillir. Mais alors pourquoi Donald Trump dit maintenant, arrêtez tout de suite à Israël de frapper la Syrie? Écoutez, j'ai entendu que Trump aussi a menacé Al-Joulani et lui a demandé d'arrêter le massacre des Druzes et de retirer ses forces. Israël, je tiens à vous dire et rappeler au monde entier que Israël a cessé d'être un mandat, sous mandat d'un État étranger. Israël n'est pas un État soumis à une alliance. L'État d'Israël n'est pas un État des États-Unis. C'est un État indépendant qui a des intérêts qu'elle doit défendre. Et la défense d'Israël pour les Druzes, ce n'est pas seulement par amour des Druzes, mais aussi c'est un intérêt sécuritaire israélien profond. Et ce message, je l'ai amené de Souaïda, des dirigeants de Souaïda, qui ont demandé à remercier le Premier ministre, le ministre de la Défense et à l'armée israélienne pour tout ce qu'ils font pour les aider. Mais nous savons qu'Israël a aussi des intérêts, ce qui est parfaitement légitime. Et ça n'est pas contradictoire. L'intérêt israélien est de préserver les Druzes à Souaïda. L'intérêt israélien est d'empêcher l'entrée de terroristes sur les territoires ou dans nos frontières. Restez avec nous, s'il vous plaît, Mendy Safadi, parce qu'on va avancer dans le débat avec les déclarations dans l'après-midi du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre des Affaires étrangères. Je vous propose de les écouter justement où ils demandent aux Druzes en Israël de faire confiance à l'État. Vous êtes des citoyens d'Israël. Ne traversez pas la frontière. Vous risquez votre vie. Vous pouvez être tué ou enlevé. Et cela nuit aux efforts de Tsahal. La situation à Souaïda et dans le sud-ouest de la Syrie est très grave. Tsahal agit, l'armée de l'air agit, d'autres forces agissent. Nous intervenons pour sauver nos frères druzes et éliminer les milices du régime. Vous avez tous vu ces images très douloureuses de meurtres et d'humiliation de civils. Et je pose la question, que faut-il faire de plus pour que la communauté internationale agisse? Que faut-il faire de plus? Pourquoi attendons-nous encore? Nos intérêts en Syrie sont connus, limités et clairs. Premièrement, maintenir le statu quo dans la région du sud syrien, également proche de notre frontière, et empêcher le développement de menaces contre Israël dans cette zone. Deuxièmement, protéger la communauté druze avec laquelle nous entretenons une relation courageuse et solide. La question se pose, Mendy Safadi, vous êtes toujours avec nous. Je ne vous ai pas posé la question. Et les Turcs dans tout ça? Les Turquis sont en train de diriger cette chorale, si vous voulez, cette chorale radicale du Proche-Orient. Nous nous sommes libérés de l'axe chiite, l'axe du mal chiite, et maintenant Erdogan est en train de construire l'axe du mal sunnite. Erdogan est celui qui a fait que toute l'opposition libérale syrienne a fui dans les pays européens. Il les a repoussés vers l'extérieur. Il ne leur a pas permis d'agir, il ne leur a pas permis de réaliser la révolution telle qu'il la souhaitait, comme il l'avait planifiée. Il les a obligés à sortir vers l'Europe. Il les a éloignés de la région et de la réalité syrienne et il a laissé en place Al-Joulani et l'a soutenu et lui a construit la zone d'Idlib qui est une zone libérée, comme on dit. Il y a organisé une académie militaire pour former les combattants, les soldats, l'armement, etc. Tout ça par les Turcs. Il les a entraînés pour ce jour-là. Et quand ce vide s'est créé, Israël n'a pas voulu faire tomber Assad. Ça fait longtemps qu'on aurait pu faire tomber Assad, mais on savait qu'il n'y avait pas d'alternative libérale à Assad et on ne voulait pas d'Al-Joulani. Mais évidemment, quand on a eu le 7 octobre et que nous avons dû nous battre contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre tous, eh bien pour des raisons sécuritaires, on a dû faire sortir l'Iran de la Syrie
Assad s'est enfui de la Syrie. On n'a pas pensé qu'il s'enfuirait si vite. Il est très vite parti en courant de la Syrie et il a laissé un vide. Et ce vide, qui l'a rempli? Et ceux qui sont sur le terrain, à savoir Al-Joulani, qui était là et qui a pris le contrôle. Mais si vous regardez aujourd'hui, ça fait 7 mois qu'il est en poste. Il ne contrôle même pas encore complètement Damas. Et il a quelques forces ça et là qui utilisent la force, ça veut dire, mais qui ne gèrent pas le pays. Ça veut dire que l'influence de la Turquie via Al-Shara, c'est un trompe-l'œil? Ça n'existe pas? Évidemment. Mais évidemment. Le plan d'Erdogan, et il l'a dit il y a 2 jours, il a dit dans son discours, je veux unir et créer une union turco-kurdo-arabe. Voilà ce qu'il voulait. Et cette union, il a pris Öcalan, qui depuis des décennies est en prison chez lui. Une personne que vous maintenez en prison, vous avez son contrôle. C'est vous qui déclarez ces déclarations, c'est pas lui qui les écrit librement, c'est les Turcs qui écrivent. Et donc, l'appel d'Öcalan, c'est pour annuler le rêve kurde et donner aux Turcs la liberté d'action. Et il y a encore un danger. Si Erdogan réussit dans ses tentatives de prendre le contrôle de l'Égypte, tout le Golfe arabe tombe. Ça, c'est fort ce que vous dites, Mandy Safadi. C'est une... alors qu'on est en train de former le nouveau Proche-Orient, justement, vous êtes en train de dire que on pourrait revenir en arrière. Alors, restez avec nous, s'il vous plaît, Mandy Safadi. Juste... Et on peut refaire un 7 octobre pour arrêter le Proche-Orient que l'on veut construire. C'est ce qu'Israël craint, effectivement. Juste, rappelons-nous quand même les dernières informations de Chani, du terrain, de ce qui se passe, de ce que fait Israël actuellement. Oui, alors il y a eu des frappes contre des dizaines de cibles pour protéger évidemment la population druze. Il y a eu également des frappes sur les routes pour empêcher les forces du régime de se rendre dans la région de Soweïda, dans la zone. Il y a aussi des soldats syriens qui ont été ciblés. Le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé que certains de ces soldats, il faut le préciser, sont des membres de Daesh ou alors des membres d'autres factions djihadistes. Et l'armée israélienne qui a affirmé que plus le régime tentera de s'en prendre aux Druzes et plus l'armée opérera pour les protéger. D'ailleurs, c'est pour ça que plusieurs unités ont été déployées dans la zone en renfort. Donald Trump, comme vous l'avez précisé un peu plus tôt, a demandé à Israël de cesser ses frappes en Syrie et il faut aussi préciser, un peu avant 18h, qu'un dirigeant druze a affirmé que la communauté est arrivée à un cessez-le-feu. Ce qui n'empêche pas, effectivement, Israël de continuer ses frappes. Exactement, et il faut préciser quand même que il y a à peu près, enfin les Druzes sont une minorité, peu importe qui se trouve en Israël, en Syrie ou au Liban. En Israël, il y a à peu près, je crois, 130 000 Druzes. Au Liban, il y a entre 200 et 250 000 Druzes. Et en Syrie, c'est là où il y a la plus grande majorité de Druzes. Ils sont à peu près 3% de la population, mais ils comptent 700 000 Druzes. J'ai été, il y a quelques semaines, dans les villages d'Aliyat al-Karmel et à Ousfia. J'ai rencontré des personnes de la population druze. Et de Galilée, qui ne sont pas du Golan. Exactement. Et j'ai pu parler avec l'une des personnes que j'ai interviewées, m'a dit on est très patriotes, on est très loyaux à l'État dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'on peut arriver aussi à un problème, c'est que étant loyaux, on rejoint aussi l'armée, comme les Druzes qui sont actuellement à Tsahal, et on est très loyaux envers le pays dans lequel on se trouve. Merci, Chani. Nous avons notre invité depuis la Turquie, Selçuk Kolakoglu. Docteur Selçuk Kolakoglu, merci d'être avec nous, directeur fondateur du Centre turc d'études sur l'Asie-Pacifique. À l'instant, je vous repose la question que j'ai posée à mon invité. Est-ce que vous voyez un rôle de la Turquie, pour vous, dans cette montée des violences en Syrie ?
Bonjour Mathias, merci de votre accueil. Eh bien, pour votre question, bien sûr, la situation de la stabilité en Syrie est importante pour la Turquie. Et donc, il faut préserver une cohésion sociale avec les différents groupes religieux et ethniques. Mais c'est un processus très compliqué avec le nouveau régime depuis novembre. Et donc, il y a diverses idées et plusieurs projections de la manière dont il pourrait créer une intégrité cohérente syrienne pour l'avenir. Ankara, de ce point de vue, est engagé avec d'autres acteurs régionaux, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres, et les Européens en particulier, la France et la Grande-Bretagne, pour assurer la stabilité et donc pratiquement la coordination entre la Turquie et Israël est importante parce que ces deux pays sont des voisins de la Syrie et ont des préoccupations sur l'avenir de la Syrie et des problèmes de sécurité pour les deux pays. Et donc la Turquie peut jouer un rôle avec d'autres acteurs régionaux et mondiaux, y compris Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans la région. Et les pays européens et les États-Unis aussi sont importants. Professeur Selçuk, j'ai une question je m'interroge en fait, parce que il ne se passe pas un seul jour sans que Recep Tayyip Erdogan attaque frontalement Israël, et en même temps, il laisse Al-Shara aller à Bakou parler de pacte de non-agression avec Israël. Ça ne va pas de pair. Écoutez, il y a une méfiance évidemment à propos de la structure du nouveau régime. Mais ici, il faut construire la confiance entre le nouveau gouvernement syrien à Damas et Israël est très important ici. Et donc, il y a des acteurs clés pour la construction d'une confiance entre la Syrie et Israël et son gouvernement, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont un rôle à jouer pour créer cette nouvelle confiance entre les deux voisins. Et bien sûr, c'est important la confiance avec Israël, mais il faut aussi qu'il y ait un processus en Syrie et la coordination est importante, en particulier avec tous les acteurs qui peuvent jouer un rôle positif. Et la Turquie, l'Azerbaïdjan développe un mécanisme trilatéral pour la Syrie pour construire la confiance avec les autres acteurs et aussi pour reconstruire la Syrie et créer des champs énergétiques en Syrie avec des compagnies pétrolières. Et le président Trump joue aussi un rôle très important de médiateur et développer des ponts entre la Syrie et Israël. C'est très important. Et bien sûr, il y a des préoccupations, mais résoudre ces questions par la diplomatie et le dialogue, c'est essentiel parce que le processus de construction de l'économie en Syrie est très important pour éviter des vagues d'immigration vers la Turquie et vers l'Europe à partir de la Syrie et pour faire les changements importants. Et puis, si le nouveau gouvernement à Damas se joignait aux accords d'Abraham, par exemple, et construisait de nouveaux traités de sécurité au-delà de la coopération économique, ce serait essentiel. Merci. Donc, pas seulement au niveau bilatéral, mais avec d'autres acteurs régionaux et mondiaux, comme les États-Unis et la France et la Grande-Bretagne, qui pourraient jouer des rôles très intéressants pour développer des relations pacifiques et de confiance entre la Syrie et Israël. On l'espère tous. Merci Selçuk Kolagoglou d'avoir été avec nous dans Défense en direct. Merci à vous. Et puis l'autre actualité du moment, c'est aussi cette ville humanitaire à Gaza. Pour l'instant, selon Tsahal, c'est une mission impossible. Chani Guidalia. Les divergences sur la création d'une ville humanitaire se creusent entre l'échelon politique et militaire.
Pour le chef d'état-major Eyal Zamir, la création de cette ville serait une erreur stratégique monumentale. Ce projet revient à placer l'armée face à une mission civile, celle d'assurer la sécurité, la logistique, la nourriture et les soins médicaux pour près d'1 million de Gazaouis. Selon l'armée, le plan se heurte à d'autres problèmes. Tout d'abord au niveau financier. La construction de la ville humanitaire coûterait entre 10 et 15 milliards de shekels, des coûts qui impacteront de façon directe le contribuable israélien. Ensuite, concernant le contrôle de la ville, plusieurs divisions seraient nécessaires pour sécuriser la zone. Enfin, sur le temps de construction, l'armée estime que sa mise en place prendrait entre plusieurs mois et 1 an. Côté politique, Benjamin Netanyahou a chargé les ministres de trouver une solution beaucoup plus simple, plus rapide et moins coûteuse pour que le plan soit effectivement réalisable. En effet, la construction de cette ville humanitaire n'entrera en vigueur que dans le cas où un accord est conclu. Elle devrait accueillir 600 000 Gazaouis, soit plus de 25% de la population. Et puis pour être tout à fait complet, en fin de matinée, la Gaza Humanitarian Foundation, GHF, a annoncé au moins 20 morts dans une bousculade provoquée selon cette association par des terroristes du Hamas. 19 victimes ont été piétinées, une autre poignardée. Dans le même temps, en parallèle, ça a annoncé l'ouverture de l'axe stratégique Magenoz qui sépare l'est de l'ouest de Khan Younes, long d'environ 15 km. Pour l'instant, on annonce plus de flexibilité israélienne du côté des négociations. Notez qu'un officier également de l'unité Kfir a été grièvement blessé. Merci Mandy Safadi d'avoir été avec nous. Restez sur Défense. 3 minutes de pause, on revient juste après. Vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise des rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël. À partir de 99 shekels par mois, en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Face à la mer, en Israël, entre ciel et lumière, au cœur du Kikar Hatzmahout, symbole de liberté et de modernité. Un projet d'exception en hypercentre, entre tradition et avenir. Le prestige d'un appartement haussmannien sublimé par l'âme du Proche-Orient, une alliance rare entre tradition française et chaleur orientale. Herzl 2, l'adresse rare de Netanya.
défense. On enchaîne avec l'actualité du côté de la Grande-Bretagne, avec l'Iran qui est accusé de tentative d'assassinat et d'enlèvement de juifs, de leaders de la communauté juive de Grande-Bretagne. Regardez ce sujet préparé par Océane Nicole, on en parle juste après. Des assassinats, voire même des enlèvements, ce sont les techniques privilégiées par l'Iran. La cible, des personnes de confession juive ou de nationalité israélienne, ainsi que des opposants au régime iranien présents sur le sol britannique. Selon un rapport de 230 pages du Comité du renseignement et de la sécurité, l'Iran aurait intensifié ces dernières années ses complots au Royaume-Uni. Depuis 2022, Téhéran aurait en effet planifié au moins 15 tentatives d'assassinat ou d'enlèvement dans le pays, visant des juifs influents ou des opposants au régime des mollahs. Depuis début 2022, la menace physique posée par l'Iran aux personnes résidant au Royaume-Uni a considérablement augmenté, tant en termes de rythme que de nombre de menaces. La menace se concentre principalement sur les dissidents et autres opposants au régime. Les services iraniens, souvent via des agents criminels sur place, utilisent des cyberattaques ou des logiciels espions pour atteindre leurs objectifs. Le rapport dénonce aussi une forte augmentation des menaces physiques, notamment contre les opposants au régime et les intérêts juifs et israéliens. Selon les services de renseignement responsables de la sécurité intérieure du Royaume-Uni, Téhéran attirerait ses cibles vers des pays tiers, souvent au Moyen-Orient, afin de les kidnapper par la suite. Un phénomène de plus en plus répandu par Téhéran qui inquiète le gouvernement britannique. Nous restons préoccupés par le fait que la politique du gouvernement à l'égard de l'Iran se concentre sur la gestion de crise et soit principalement motivée par les préoccupations concernant le programme nucléaire iranien, à l'exclusion d'autres questions. Selon le rapport, l'Iran constitue désormais une menace persistante et imprévisible pour le Royaume-Uni. En 2023, la chaîne Iran International a suspendu ses activités à Londres après des menaces reçues par le gouvernement iranien. Pour Yazetari, l'un des présentateurs avait même été poignardé devant son domicile en plein cœur de Londres. 2 ressortissants roumains avaient été arrêtés. Ils auraient été engagés par le régime des mollahs. Catherine Perez-Chakdam, experte de l'Iran, directrice du Forum for Foreign Relations. Merci d'être avec nous. Très clairement, ça ne vous surprend pas? Non, pas beaucoup, non. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? C'est-à-dire que, est-ce que vous vous sentez pourchassé ou traqué par les Iraniens? Je vais dire oui, non, non, parce qu'effectivement, ils aiment pas trop s'attaquer. Ils aiment pas trop s'attaquer à nous. Par nous, je parle des Juifs, dans le sens où j'ai été amenée à visiter le régime plusieurs fois pendant plusieurs années, et que je détiens certaines informations qu'ils n'ont pas forcément envie de publier, ou que effectivement je sois portée à donner beaucoup plus de détails, ce que je vais faire de toute façon, mais ils n'ont pas trop envie d'envenimer les choses. Donc, à mon avis, ils se tiennent un petit peu à carreau. Ça ne veut pas dire que je ne reçois pas des menaces. Maintenant, savoir si oui ou non j'ai peur, non, parce que bon, de toute façon, il faut bien que quelqu'un dise les choses comme elles le sont. Et je dirais historiquement, on n'est pas du genre à courber la tête, et donc j'ai pas l'intention de le faire non plus. Mais donc, voilà. Lorsque vous dites que vous avez des informations, c'est-à-dire que vous souhaitez quoi? Vous souhaitez la fin du régime, très clairement? Oui. Bien sûr, la fin du régime qui peut être très très rapidement précipitée. J'ai d'ailleurs publié dans ce sens-là une recherche sur le Forum de Foreign Relations, donc mon centre de recherche, qui effectivement explique le pourquoi du comment. Et c'est très très simple. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, il y a une terre qui a été acheté par le Shah avant son décès et avant de partir en exil, donc de l'Iran, qui appartient toujours à l'Iran libre. Donc c'est un terrain qui se trouve sur Tel Aviv, qui échappe effectivement aux dominions du régime actuellement, et qui pourrait très bien servir de gouvernement, enfin de siège pour ce nouvel gouvernement en exil, qui pourrait être rappelé comme l'a fait De Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a effectivement a pu aider donc la résistance française à s'organiser et à faire en sorte que le gouvernement donc des nazis soit complètement déposé. Et on pourrait imaginer quelque chose de similaire, où effectivement le prince Reza Pahlavi pourrait être consacré en tant que Shah par sa mère, qui est toujours régente, et qui, en accordance avec la Constitution de 1906, est toujours régente, ce pouvoir lui a été octroyé par son mari. Et donc voilà, donc on pourrait très bien voir une situation où le Shah serait résurrecté
Et dans ces cas-là, nos très chères capitales occidentales seraient mises à pied et demandées seraient demandées à faire un choix très simple. Donc c'est ou les mollahs et un régime absolument immonde et absurde, ou effectivement un Iran libre qui pourrait décider de son futur démocratique. C'est la raison pour laquelle vous et d'autres leaders juifs de Londres, vous êtes absolument. dans le radar des Iraniens. Oui, bon, malheureusement, mais en même temps, il faut que quelqu'un ait le courage de parler. Donc on le fait, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas spéciale. Il y a beaucoup d'autres personnes qui le font peut-être mieux que moi. Mais en attendant, c'est sur moi que s'est posé l'œil de Téhéran, parce que j'ai visité et que ceux que j'ai visités ont eu tendance à avoir une vie un peu plus courte. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Bon, ce sont des choses qui se sont passées. Le gouvernement israélien a décidé que certaines choses devraient se passer. Bon, le fait que moi je les ai rencontrés, en fait, ça ne veut que dire une chose, c'est que j'ai rencontré les bonnes personnes, c'est tout, mais j'ai rien à voir là-dedans. D'ailleurs, je me permets de vous poser la question parce qu'effectivement, il y a toutes sortes d'histoires tellement rocambolesques, elles plus les unes que les autres. Vous n'êtes pas espionne du Mossad et vous n'avez pas opéré au nom du Mossad officiellement en Iran. Non, je vais dire une chose, c'est que le Mossad est une agence très particulière qui effectivement qui a tendance à demander à des gens qui sont beaucoup plus professionnels que moi, beaucoup plus intelligents que moi, à faire les bonnes choses. Donc non, et Mathias, on se connaît depuis très longtemps et je suis sûre que vous pourrez attester du fait que non. J'atteste du fait que non, effectivement. Merci. Je vous en prie. La dernière question et qui est important pour que les téléspectateurs le comprennent, très clairement, l'Iran est en train de semer le chaos aussi en même temps au Royaume-Uni et pas que. Donc en fait, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Le problème que l'on a, c'est que nos capitales encore occidentales, le monde occidental en général, s'est imaginé que l'Iran, que ce régime-là est en fait juste après le monde juif et l'Israël. Non, c'est pas le cas. Ce régime est après le monde judéo-chrétien, donc il faudrait quand même que les gens se réveillent un petit peu. Il est temps, il est tard. Ça va aller de mal en pire parce qu'effectivement on refuse toujours, je dis on, mais c'est un grand on, c'est un on occidental. C'est un monde occidental qui se refuse à attester de la seule vérité qui tient la route maintenant, c'est de comprendre que le radicalisme islamiste veut détruire tout sur son passage et nous repeindre à ses couleurs. Ce sont des couleurs qui sont odieuses, que je ne conseille pas. J'ai vécu au Moyen-Orient, c'est pas très joli quand on est face à face avec un monde islamiste qui veut disparaître non seulement les femmes mais les juifs, les chrétiens et tout ce qui est au milieu. On voit ce qui se passe en Syrie en ce moment, on voit ce qui s'est passé au Liban, ce qui continue à se passer au Yémen. Ce ne sont pas des futurs que l'on voudrait offrir à nos enfants. Malheureusement, nos capitales, sur Londres, sur Paris et autres, ne veulent pas reconnaître que ce danger islamiste est un véritable danger. Pourquoi ? Parce qu'ils s'imaginent que, nos politiciens en tout cas s'imaginent qu'effectivement ils ont peut-être des votes à récupérer, à récolter, et c'est une folie. C'est une folie qui va coûter très cher, ça va nous coûter nos démocraties. Et j'aimerais que les gens se réveillent. Et Israël fait le boulot pour tout le monde, et ça suffit. Au moins, l'appel est lancé. Merci Catherine Pelachy-Agdam, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans Défense et sur i24 News de manière générale. Merci à vous. Et puis, l'actualité, c'est aussi cette demande des sociétés israéliennes qui contre-attaquent et qui demandent compensation Océane Nicole. Vous avez les détails parce qu'effectivement, ces entreprises israéliennes n'ont pas pu exposer pendant le Salon du Bourget. Oui, Mathias, des dédommagements de plusieurs millions de dollars. C'est ce que réclame Israël au gouvernement français et aussi aux organisateurs du Salon du Bourget. Alors la raison, c'est en effet le fait que les 5 stands israéliens qui avaient pourtant eu l'autorisation de participer à ce salon, eh bien, ont finalement été masqués, cachés de rideaux noirs, bloquant ainsi leur accès au public. Donc Israël va obtenir des indemnisations, des dédommagements pour les dommages causés aux entreprises israéliennes, puisque seulement 9 exposants israéliens étaient présents cette année, mais habituellement, eh bien, ils sont beaucoup plus nombreux. Les Israéliens présents veulent donc des dédommagements. L'incident perpétré par le gouvernement français a causé, je cite, de lourds dégâts. Nous avons transporté du matériel par bateau et par avion. Nous avons envoyé des ouvriers au salon aéronautique. Nous avons installé un pavillon et financé notre participation au salon. Et tout cela représente des dégâts
dégâts mineurs comparé au fait que nous avons été privés de potentiel marketing. Et en plus de ces dédommagements, eh bien Israël veut aussi poursuivre la France en justice. C'est une décision, on le rappelle, qui a été prise par Emmanuel Macron lui-même, qui a finalement cédé aux pressions, puisque selon lui, eh bien, seuls les équipements d'armes défensifs pouvaient être présents, et selon Paris, eh bien, il y avait aussi des armes offensives commercialisées par les entreprises israéliennes. Et compte tenu de la situation à Gaza, je cite, eh bien, Emmanuel Macron a préféré interdire, ou du moins cacher, masquer les stands donc de ces Israéliens. On rappelle, Mathias, que depuis le 7 octobre 2023, eh bien, le monde militaire israélien subit beaucoup de boycotts, notamment de la part de pays européens. Merci Océane. Nicole, et justement nous avons eu la possibilité de contacter Boaz Levy et il a accepté. Merci, vous êtes PDG d'Israel Aeronautic Industry, IAI. Et je vous pose la question, Boaz Levy, pourquoi avez-vous décidé de demander des compensations financières? Je dirais que le dernier salon du Bourget à Paris a été un très mauvais exemple pour ce qui est des bonnes relations qui ont eu lieu depuis tant d'années. L'IAI présente pendant ses expositions, ses capacités et en aviation commerciale, ainsi qu'avec beaucoup de systèmes d'armement, surtout pour protéger notre population et nos clients dans le monde entier. Et comme d'habitude, nous sommes venus au salon. On a mis en place un très beau stand avec plein de modèles, d'explications, et on n'a pas pu l'ouvrir. Je dirais même plus. En fait, notre stand a été bloqué par des rideaux noirs qui nous rappellent vraiment de très mauvais souvenirs en Europe. Et c'est inacceptable. On a compris que ça a été une décision du gouvernement français. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Cela nous a causé beaucoup de dommages. Et nous allons donc poursuivre en justice. Comment nous allons le faire? Nous allons voir plus avant. Nous allons voir quoi et comment faire à Paris à ce niveau. Ça prendra du temps, mais bien sûr, je suis navré de ce qui s'est passé et j'espère qu'à l'avenir, les choses iront mieux. Mais IAI et les missiles Arrow sont le fleuron de la défense des civils. Est-ce que finalement le gouvernement français ne veut pas qu'Israël puisse démontrer sa capacité de défense? En fait, je ne crois pas qu'ils sont allés jusqu'à cette profondeur de réflexion. Ils ont bloqué notre stand, nos stands. Ils ont dit qu'ils le faisaient pour des armes d'attaque. La liste n'était pas à jour, ça ne correspondait pas à nos capacités et aux produits sur notre liste. Ils n'ont pas bien compris ce qu'on avait amené. Il était évident que c'était quelque chose qui allait bien au-delà de cela. Mais pour l'instant, je ne peux pas en parler parce que nous ne savons pas encore tous les détails. Nous sommes en train de recueillir les détails et les données pour présenter nos doléances. Alors, revenons à ce qui s'est passé pendant ces 12 jours de guerre contre l'Iran. Certains estiment que les Arrow 3 ont été défaillants à plusieurs reprises. Vous leur répondez quoi? Arrow 3 a été la meilleure solution pour protéger des missiles balistiques. Et si je puis me permettre, je vous parle du système de protection Arrow, qui est le meilleur système pour contrecarrer les attaques d'un missile balistique.
quand je parle du système Arrow, je parle de l'Arrow 3 et de l'Arrow 2. La combinaison de ces deux intercepteurs a créé la bonne protection à tous les niveaux, en tout cas en Israël. Quand les Iraniens et leurs missiles et les missiles outils sont lancés vers Israël, la combinaison de Arrow 3 et d'Arrow 2 est la bonne solution pour les contrer. Je dois dire que durant les 12 derniers jours de guerre, quelque chose comme 540 missiles balistiques ont été lancés seulement de l'Iran vers Israël, avec ce système d'armement, et la majeure partie a été interceptée. Pour autant que je sache, plus de 90% des missiles ont été bloqués par le système. Et les interceptions se sont faits comme prévu. Je dois dire aussi qu'il n'y a pas de défense hermétique contre les missiles balistiques. On l'a toujours dit et on le répète encore aujourd'hui. On ne peut pas bloquer tous les missiles en utilisant ces capacités. Mais vous pouvez le faire pour la majorité des menaces, et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes très satisfaits des résultats, et le système a bien fonctionné, selon exactement ce que nous avions prévu. Mais les Iraniens ont contourné les technologies d'interception du Arrow 3 et 2, ou c'est une question d'hermétisme, finalement, où il n'y a pas de 100%? C'est pas 100%. Ça ne pourra jamais être 100%. Et je pense que la quantité de missiles balistiques que nous avons interceptés prouve la capacité énorme du système d'armement Arrow et ses capacités de défense pour Israël pendant ces jours de guerre. Boaz Lévy, vous êtes sur Défense, sur i24 News. Est-ce que vous pouvez nous offrir un scoop ce soir et nous affirmer officiellement que le Arrow 4 est presque opérationnel? Eh bien, je vous donnerai un scoop encore meilleur, si vous voulez. Arrow 4 est en développement depuis longtemps maintenant. Nous allons terminer les phases de développement et commencer la production. Et ça va commencer très bientôt. Donc Arrow 4 est en fait le remplacement de la strate qui est maintenant utilisée par Arrow 2. Mais nous regardons l'avenir et nous avons déjà commencé le développement d'Arrow 5. Et Arrow 5 donnera une meilleure solution pour l'avenir. C'est un scoop donc i24 News. Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Non. Malheureusement, je ne peux pas donner de date. C'est une question de décision des forces de défense israéliennes et du renseignement israélien. Nous travaillons très bien ensemble et cela va commencer avec un dialogue et on décidera quand ce sera opérationnel. Nous faisons la phase de développement et de production. Mais en fin de compte, c'est une partie des capacités construites pour l'État d'Israël. Merci, Boaz Lévy, PDG d'IAI, d'avoir été avec nous. Thank you. Merci. Alors justement, on va reprendre le début de la conversation avec Boaz Lévy, avec vous, général de division Charles Baudouin, directeur général du COGES, et notamment l'organisateur du salon Eurosatori. Je suis assez heureux de vous retrouver sur Défense Générale. Ça faisait extrêmement longtemps que vous n'étiez pas venu. J'avoue, c'était un petit peu compliqué de vous inviter aussi en période de guerre, mais très clairement, ce qui s'est passé au Bourget, est-ce que ça va se reproduire encore? Et est-ce que vous comprenez que les entreprises israéliennes sont plutôt mécontentes?
Oui, mais je comprends parfaitement. C'est vrai qu'on a un épisode d'enchaînement sur les 3 salons régaliens français, que ce soit au Satory, au Naval ou le Bourget. Nous sommes dans une situation qui relève de la diplomatie, de la politique et pas des régaliens de salon. Là-dessus, je ne peux pas m'exprimer davantage sur le sujet. On ne peut que souhaiter retrouver un niveau de coopération plein et entier, compte tenu du fait qu'il est évident qu'Israël a une place extrêmement importante dans le développement des capacités. Elle le montre constamment, l'État le montre constamment, l'État à la pointe dans l'ensemble des domaines terre, air, mer, espace, cyber. Et de plus, nous avons pu mesurer lors d'Eurosatory à quel point l'industrie israélienne était aussi très liée à l'industrie européenne et nord-américaine. Et donc, c'est évident que l'absence d'Israël lors du salon a mécontenté nombre de sociétés européennes et américaines. Général Baudouin, Emmanuel Macron veut 64 milliards d'euros pour la défense pour la France. Il va les trouver comment ? Le sujet, alors les trouver, c'est un sujet politique, hein, donc oui, c'est clairement je dirais aux députés de voter les budgets, pas que le budget à la défense. Donc c'est bien malin celui qui saura les trouver. Ça participe aussi d'un effort de la nation. C'est évident que le sujet n'est pas tant 64 millions d'euros, c'est pouvoir monter à 100 milliards, pas 64 milliards, mais 100 milliards par an. C'est les fameux 3,5% du PIB. Donc c'est une étape, les 64, c'est atteignable. Néanmoins, ça nécessite de faire des choix au niveau de la nation et ça relève du Premier ministre, d'une part, en proposant son budget, et ça relève bien sûr des parlementaires de voter ou pas le budget. Nous sommes en démocratie. Je pourrais transposer le sujet qu'à la limite, on peut trouver cet argent. La question n'est pas tant 64 milliards, c'est à quelle échéance devons-nous faire face à un risque de conflit limité, mais engageant 1 à 2 brigades françaises de haute intensité. Le sujet est là. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas tant d'afficher des chiffres que de dire quand dois-je être prêt avec un modèle d'armée complet. Est-ce que la France est prête, Général Baudouin, parce que le chef d'état-major dit très clairement que la France est devenue le principal adversaire de Moscou en Europe. Donc annoncer des chiffres, oui, mais je rebondis sur ce que vous veniez de dire. Est-ce que la France est prête ? Est-ce que l'armée française est prête ? Alors, l'adversaire de Moscou, c'est d'abord un adversaire politique avant d'être un adversaire militaire. D'abord, nous sommes entre 2 nations nucléaires. Donc, le sujet, c'est certainement que le président Poutine voit dans le président Macron l'un des plus anciens chefs d'État depuis 2022. Nombreux chefs d'État ou de chefs de gouvernement ne sont plus ceux de 2022. Il y a une constance dans l'action du président Macron. La France a une place très importante en Europe et clairement, est leader politique d'une opposition à la Russie et d'un soutien à l'Ukraine. Donc en ce sens, effectivement, on peut considérer que depuis 2022, la France a une position constante de soutien à l'Ukraine qui fait qu'aujourd'hui, elle est dans le communautaire du président Poutine et qui mène des actions de déstabilisation aujourd'hui qui sont sous le seuil du conflit que nous connaissons. Le sujet d'une armée prête, et il ne s'agit pas s'agit pas dans le cadre d'une action de paix, il s'agit bien de trouver les moyens d'arrêter la guerre et forcément il y aura des nécessités d'assurance de maintien de la paix. Et il est évident que les armées européennes auront le rôle à jouer pour pouvoir garantir que les conditions du traité de paix qui sera en vigueur seront respectées. Et c'est ce qu'attendent les Américains d'ailleurs, qui eux-mêmes ne s'investiront pas, et c'est logique, boats on the ground pour pouvoir en Europe assister à l'affaire. Donc le sujet, c'est d'être prêt à pouvoir, dans le cadre d'un traité de paix, pouvoir être crédible dans une action de présence potentielle sur les territoires ukrainiens. Pour cela, le temps est compté. Aujourd'hui, l'effort que mène la France est un effort reconnu, constant depuis 2017, et jamais porté à ce niveau-là, mais qui reste un effort qui se situe à 2% du PIB. Donc on est loin des moyens qui nous permettent d'avoir un modèle complet. Ça veut dire qu'il faut certainement faire des choix et se fixer un horizon. Si on considère qu'en 2030, nous serons déployés sur le terrain
potentiellement en interposition. Dans 5 ans, ça veut dire qu'en 2028, les matériels sont livrés, les personnes sont entraînées, nous avons les rechanges nécessaires pour éventuellement connaître une dégradation, ce que personne ne souhaite, du conflit, mais on ne peut pas s'engager sur une zone potentielle conflictuelle sans être prêt, complètement prêt. Et nous savons que les Russes, aujourd'hui, après 3 ans de conflit, ont haussé leur niveau de compétences et de matériel. Ils disposent de centaines de milliers de drones. Ils ont acquis la capacité de ces fameux drones téléopérés. Donc c'est une armée qui est entraînée maintenant au combat depuis 3 ans et qui convient en ce sens de respecter et donc de pouvoir être crédible dans une action de maintien de la paix. Merci, général. Donc, la question n'est pas 64, c'est oui. Le temps nous est compté, c'est terminé. Je suis désolé, mon général Baudouin. Bonne soirée sur Aïe 24 News.